Le Sichuan, une vaste étendue de montagnes escarpées et de plaines fertiles, de hauts plateaux et de vallées encaissées. Ici, les ethnies Yi, Qiang et tibétaines ont su y faire perdurer leurs traditions et leurs dialectes. Le Sichuan est pourtant résolument tourné vers l'avenir et ses villes tentaculaires comptent parmi les plus modernes du monde. Terre de saveurs, il recèle de nombreux trésors gastronomiques et ses épices sont réputées dans le monde entier. Cet immense territoire abrite dans ses forêts une multitude d'espèces animales, dont le panda géant, véritable emblème de la Chine. Carrefour de population, le Sichuan est multiple et se renouvelle sans cesse. Le Sichuan est l'une des 34 provinces de la République populaire de Chine. Sa capitale est Chengdu. Séparée administrativement depuis 1997, cette région est souvent associée à celle de Chongqing, située à sa bordure orientale. Le Sichuan est divisé en deux grandes parties. À l'est, un grand bassin fertile de 260 000 km² qui en fait l'une des 4 plus grandes régions agricoles du pays. Au nord-ouest, la chaîne des monts Min qui abrite la vallée de Tiaotiaikou. Le Sichuan compte 50 réserves naturelles nationales. Les forces de la nature y ont dessiné des paysages très variés. Hauts plateaux, montagnes majestueuses, vallées et collines verdoyantes. Sa richesse et sa diversité ont d'ailleurs valu au Sichuan l'appellation de terre d'abondance. La vallée de Tiaotiaikou, dans le nord, est surtout connue pour la beauté de ses chutes d'eau et de ses lacs. Une légende tibétaine raconte qu'un jour, un dieu offrit un miroir à la déesse qu'il aimait. Celle-ci laissa tomber le miroir qui se brisa en 118 morceaux qui formèrent aussitôt autant de lacs enchanteurs. La vallée de Tiaotiaikou constitue un lieu magique à nul autre pareil. Elle doit son nom aux 9 villages tibétains qui y sont disséminés. Jusqu'aux années 1960, la vallée n'était connue que de ses habitants. Seuls quelques rares sentiers de montagne permettaient d'y accéder. Aujourd'hui, de nouvelles routes permettent de parcourir la vallée plus facilement. La formation du paysage de la vallée de Tiaotiaikou remonte à la période glaciaire, il y a 2,6 millions d'années. L'eau souterraine est riche en carbonate de calcium, une forme d'élément calcaire que l'on peut admirer au fond et en bordure des lacs. À une cinquantaine de kilomètres vers le sud, la vallée de Huanglong est aussi très connue. Ces incroyables bassins d'eau turquoise semblent comme suspendus à plus de 3000 mètres d'altitude. La région de Huanglong abrite de nombreux sommets couverts de neiges éternelles.
Ces écosystèmes forestiers très variés et ces impressionnantes chutes d'eau forment un paysage de carte postale. D'une superficie de près de 60 000 hectares, ce site est une curiosité tant géologique que physique. Outre ces forêts et la grande diversité de la faune, ce sont les cascades, les terrasses, les lacs, les chutes et les affleurements calcaires qui accrochent le regard. Le climat du Sichuan est conditionné par l'altitude de ces différentes régions. Les hauts plateaux connaissent un long hiver et un été frais, mais très ensoleillé. Les températures y chutent fortement la nuit. La région des plaines, plus à l'est, est beaucoup plus chaude, mais aussi plus nuageuse et plus brumeuse. Les terres y sont riches et fertiles. Le grand et majestueux fleuve Yangtze-Kiang, plus communément appelé le Yangtze, traverse le Sichuan. Troisième plus long fleuve du monde après l'Amazone et le Nil, le Yangtze compte plus de 700 affluents. De sa source jusqu'à la mer de Chine orientale, il parcourt 6380 km et arrose entre autres la plus grande ville de la région, Chongqing. Le Sichuan compterait près de 100 millions d'habitants. D'une superficie équivalente à l'Espagne, il est 2,5 fois plus peuplé. Les plus grosses densités de population se trouvent sans surprise dans ces deux villes tentaculaires, Chengdu et Chongqing. Elle totalise 48 millions d'habitants. Ville de contraste, elle mélange harmonieusement les traditions de la Chine ancienne et les atouts de la Chine. Résolument tournées vers l'avenir, ces villes continuent de se développer à une vitesse fulgurante. Depuis 2 décennies, la ville est un chantier géant permanent. Gratte-ciel et lignes de métro aérien surgissent de terre à une cadence impressionnante. Aujourd'hui, le train monorail assure l'essentiel du transport à ceux qui vivent, visitent et passent à Chongqing. La ville compte au total 154 stations pour 264 km de ligne. C'est le plus grand système de métro monorail au monde et un minimum pour une ville de 34 millions d'habitants. Chaque rame est conduite par des chauffeurs de la CRT, l'organisme qui gère l'ensemble du réseau. La relève des chauffeurs est soumise à un protocole très précis. Merci pour votre travail. Les portes sur le quai sont toutes fermées. Aucune personne ni objet ne sont coincés dans les portes. Le moniteur fonctionne normalement, la lumière de la porte fonctionne. 5 secondes. Les trains se frayent un chemin à travers toute la ville, quitte à traverser certains bâtiments. Sur la ligne 2, par exemple, la station Liziba se trouve au 8e étage d'un immeuble. Le monorail entre par l'un des côtés du bâtiment et en sort par l'autre. La station de Liziba, prêt à s'arrêter. L'ensemble de ces lignes est géré depuis un impressionnant centre de contrôle qui n'a rien à envier à ceux des plus grandes capitales du monde. La première ligne de métro, soit la ligne 2, a été inaugurée le 18 juin 2005. C'est notre première ligne monorail. Le centre de contrôle est en service depuis juillet 2011, en même temps que la ligne 1 de Chongqing. Nous avons un maximum de 2,619 millions de voyageurs par jour. Et en moyenne, nous transportons 2 millions de voyageurs chaque jour. À Chongqing, les routes sont construites sur plusieurs niveaux. Si une route passe sous vos pieds, il vous suffit de lever la tête pour en apercevoir une autre au-dessus, puis 2 autres au milieu.
On appelle ces échangeurs des flyovers. Ils servent en théorie à éviter les embouteillages. La ville est construite en altitude sur un terrain escarpé, d'où son surnom de ville-montagne. Si vous voyez un bus circuler au niveau du 12e étage d'un immeuble, c'est que vous êtes probablement à Chongqing. Le centre-ville est traversé par le Yangtze. Il y a peu, des téléphériques reliaient les deux berges. Idéalement adaptés au relief accidenté de la ville, ils constituaient le principal moyen de transport pour les habitants. Dans les années 1990, un seul téléphérique pouvait transporter plus de 12 000 passagers par jour. Depuis la construction de plusieurs ponts, les téléphériques ont été reconvertis en attractions touristiques. On peut parcourir une distance de 1100 mètres en quelques minutes et admirer une vue panoramique exceptionnelle de Chongqing. La ville fourmille de vie à tous les niveaux, en altitude comme en profondeur. Lorsque la chaleur accable la ville, ses habitants utilisent les anciens abris anti-aériens pour se rafraîchir et se reposer. Durant la guerre sino-japonaise qui débuta en 1931, l'armée japonaise aurait réalisé près de 5000 raids aériens et lâché 11 500 bombes sur la ville en seulement 6 mois. En cause, le repli du gouvernement chinois sur Yongqing. La ville fut donc lourdement bombardée afin de neutraliser toute résistance. Ces bombardements ont causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de civils. La superficie totale des abris anti-aériens construits pour protéger la population est de plus d'1 million de mètres carrés. Aujourd'hui, une quarantaine de ces abris sont ouverts au public. On s'y rend pour boire le thé, lire des journaux, jouer au mahjong ou même faire du sport. Plus à l'ouest, à 2 heures de train à grande vitesse, s'étend Chengdu, l'autre grande ville du Sichuan. Un peu moins connue que la capitale régionale, elle compterait 14 millions d'habitants. Sa diversité architecturale mêle toutes sortes de constructions gigantesques. En plein boom démographique, la ville est vertigineuse par sa taille, ses avenues géantes, ses carrefours. Chengdu et sa banlieue couvrent une superficie de 14 000 km², soit un peu plus que l'Île-de-France. Le quartier Taikuli a été inauguré en octobre 2014. C'est un exemple réussi de l'intégration parfaite d'un centre commercial au milieu d'un ensemble de constructions anciennes. Il est composé de plusieurs petits immeubles de 3 étages, dotés de toits traditionnels chinois et reliés par des allées. Des magasins de grandes marques internationales ont trouvé leur place autour du fameux temple Dachi, construit entre le IIIe et le IVe siècle. Toujours à Chengdu, c'est vers un animal emblématique que tous les regards de la planète se tournent, le panda. Ce trésor national chinois ne vit en liberté que dans la province de Sichuan. Réputée pour être le pays d'origine des pandas géants, la région abriterait 85% des spécimens de la planète. Le panda géant pèse entre 80 et 125 kg. Comme chez la majorité des grands mammifères, les femelles sont plus petites et moins massives. Les pandas ne s'accouplent que quelques jours par an, ce qui rend leur reproduction difficile. De plus, la femelle ne donne naissance qu'à 1 ou 2 petits. La période des chaleurs est au printemps, généralement entre mars et mai. Après l'hiver, la température remonte petit à petit.
Et la période des chaleurs dépend de la rapidité de la remontée des températures. Dans notre département, nous surveillons pour que l'accouplement ait lieu au meilleur moment. La grossesse varie entre 80 et 200 jours. La durée de la grossesse dépend de la mère. Le centre de recherche de Chengdu a commencé avec 6 pandas en 1987. 30 ans plus tard, ce sont plus de 200 jeunes pandas qui y sont nés. Ici, les chercheurs concentrent leur attention sur les nouveau-nés. Mais à environ 1 an, il arrive que la mère n'ait plus assez de lait. Quand le bébé est très petit, il ne boit que le lait de sa mère. Nous nourrissons alors le bébé avec du lait en poudre. Quand les bébés quittent leur mère, ils vivent avec des pandas du même âge et se nourrissent de bambou. Le panda possède 6 doigts, dont un faux pouce, opposable aux 5 autres. Cela lui permet d'attraper les tiges de bambou qui constituent l'essentiel de son alimentation. Tous les matins, c'est la même routine. 2 camions viennent livrer au centre les bambous récoltés dans la montagne. En effet, le panda se nourrit presque exclusivement des bambous qui poussent en altitude. Il faut donc aller cueillir chaque jour les bambous et les transporter jusqu'au centre. Un panda géant adulte consomme quotidiennement environ 30 kg de bambou. La réintroduction du panda dans la nature est une entreprise difficile. Les premières tentatives ont été des échecs. Les pandas ne parvenaient pas à survivre seuls. Désormais, toute une méthodologie de réintroduction a été mise au point. Les pandas sont progressivement mis à distance des hommes. Ils vivent dans des enclos de plus en plus grands où ils sont de moins en moins nourris par l'homme. Cette technique donne aujourd'hui de bons résultats. La majorité des pandas remis en liberté survivent seuls dans leur environnement naturel. L'Empire du Milieu abrite désormais 1864 individus. Il occupe plus de 2,5 millions d'hectares, avec une hausse de la population de 12% en 10 ans. Selon les écologistes, les efforts pour protéger les espèces dites porte-drapeaux, comme le panda géant, profitent également aux autres animaux, comme le panda roux. La diversité biologique est ainsi préservée. Les immenses forêts de feuillus sur les flancs du mont Émile sont le territoire d'une autre espèce de mammifères, les macaques du Tibet. Ils vivent en groupe d'une vingtaine d'individus en moyenne. Le macaque du Tibet est principalement végétarien. Fruits, feuilles, graines et surtout pousses de bambou constituent l'essentiel de son alimentation. Principalement terrestre, ce singe est parfaitement adapté à la vie dans ces forêts. Un tout autre animal a fait la renommée de la Chine dans le monde entier, le ver à soie. Le ver à soie est la chenille d'un papillon de nuit appelé le bombix du mûrier, qui pond environ 500 œufs au cours de sa courte vie de 4 à 5 jours. La fabrication de la soie est l'un des secrets les plus jalousement gardés de l'histoire. Au Sichuan, les plantations de mûriers couvrent plus de 127 000 hectares. La feuille de mûrier sert de nourriture principale au ver à soie. Il atteindra la taille nécessaire pour former un cocon au bout d'une vingtaine de jours. Les vers se transforment alors en chrysalides.
3 étapes sont nécessaires pour récupérer le précieux fil de soie. Le décoconnage, qui intervient 8 à 10 jours après la formation du cocon. Il consiste à retirer les cocons de leur support et à les trier. Puis vient ensuite l'étouffage. Les cocons sont étouffés dans des étuves à 80 degrés, puis trempés dans l'eau bouillante pour que la colle naturelle qui protège leurs fibres se ramollisse. Et enfin, la filature permet de récupérer le bout de l'unique fil qui compose chaque cocon et permet de l'enrouler sur des dévidoirs. En 2016, la production de soie du Sichuan a atteint les 33 300 tonnes. Elle représente 21% de la production totale de soie en Chine, ce qui fait de la province le deuxième plus grand producteur de soie du pays. Cette même année, la valeur de la production du secteur de la soie au Sichuan a atteint 4,5 milliards d'euros. La valeur annuelle à l'exportation est estimée à 171 millions d'euros. Le Sichuan est aussi réputé pour son secteur aéronautique. Chengdu est l'un des 4 plus grands centres de recherche de l'aviation militaire et civile de Chine. La société Avic Chengfei Commercial Aircraft Co. est l'un des principaux constructeurs aéronautiques. Elle a notamment construit le nez du C919, un moyen courrier de 39 mètres. C'est le plus gros avion de ligne jamais construit pour la Chine. D'une capacité de 168 passagers et d'une portée de 5555 km, il a effectué son premier vol d'essai à l'aéroport international de Shanghai en 2017. Cette compagnie fabrique aussi depuis 1996 la porte arrière de l'Airbus A320. Cette usine de Chengdu fabrique également des dérives et des spoilers pour Boeing et Airbus. Le développement économique rapide engendre des conséquences malheureuses pour l'environnement. Chengdu, comme de nombreuses villes chinoises, connaît aujourd'hui des problèmes importants de pollution et de smog persistant. Pour répondre à ces conséquences du développement, une nouvelle politique a été mise en œuvre. Elle consiste à intégrer de plus en plus de végétation dans les constructions et à concevoir de nouveaux moyens de transport plus écologiques. Depuis 2016, le vélo connaît un véritable essor. Le Ruan-Xisha Park est un havre de paix où les habitants se retrouvent pour flâner. Ils y côtoient les nombreux animaux qui y ont élu domicile, comme l'aigrette garzette. Le contraste est saisissant entre les rues trépidantes de cette mégalopole et l'atmosphère paisible de ses parcs, temples et salons de thé. On dit que Chengdu est une ville de loisirs. Ici, on passe l'après-midi à boire du thé, jouer au mahjong, lire le journal ou encore regarder des spectacles en plein air. Pour jouer au mahjong, il faut 4 joueurs et des pièces appelées tuiles. Ce jeu de société associe tactique, stratégie, calcul et psychologie. Il faut aussi un peu de chance. C'est un jeu d'argent très populaire au Sichuan. La maison de mahjong est un lieu où l'on profite de la vie, crée des liens et où l'on fait des affaires. Les parcs de Chengdu réservent d'autres surprises, parfois pittoresques, comme le lavage d'oreilles.
Selon une technique très ancienne, ces experts, armés d'improbables outils, débarrassent les oreilles de toute impureté. Tous les jours à la tombée de la nuit, les rues, parcs et places de la ville s'animent d'un étrange ballet. Les personnes âgées sortent de leur appartement pour danser. Si la musique folklorique traditionnelle plaît toujours autant, la musique pop n'est pas en reste. La danse de place a un succès certain chez les seniors. Ils y trouvent un moyen de faire de l'exercice et de garder la forme. Les plus jeunes sont également les bienvenus. En général, un groupe de participants se place sous la houlette d'un meneur. L'idée est de suivre le rythme et d'adapter tant bien que mal son pas à celui des autres. Comme toutes les grandes villes, Chongqing et Chengdu ont une vie nocturne dynamique. De nombreux bars et discothèques attirent les noctambules dès le coucher du soleil. Le temps d'une soirée, on peut également admirer les artistes du célèbre opéra du Sichuan, connus dans le monde entier. Costumes et maquillages sont préparés avec la plus grande attention avant de monter en scène. L'opéra du Sichuan mêle scène comique et acrobatie. C'est un spectacle total qui ravit petits et grands. L'origine de l'opéra du Sichuan remonte à plus de 400 ans, au moment de la dynastie des Qing, 1736-1795. Il s'est construit à partir de différentes formes de théâtre populaire qui existaient déjà dans la région. Il met en scène principalement la rivalité et les guerres de civilisation des 3 royaumes de Chine il y a près de 1800 ans. Le Sichuan est une terre de traditions et de cultures très diverses et dynamiques. Ici, chacune des ethnies défend sa langue et son patrimoine. Si les Han constituent le peuple majoritaire, 3 ethnies minoritaires sont aussi bien représentées dans la province. Les Yi, les Qiang et les Tibétains. Chacune de ces ethnies dispose d'une culture, d'un folklore et d'un artisanat spécifique. Les Yi sont l'ethnie la plus représentée dans la région, juste après les Han. On en dénombre environ 8,7 millions, dont 1,8 million dans la province du Sichuan. Ils forment le 7e plus grand groupe ethnique sur les 56 officiellement identifiés par la République populaire de Chine. Dans la province de Yunnan, les Yi célèbrent la fête des torches, la plus importante de l'année. Une légende est à l'origine de cet événement. Elle raconte qu'après sa défaite dans un combat contre un être humain, un dieu envoya des criquets sur la terre en guise de représailles. Pour chasser ces insectes, les Yi allumèrent des torches.
3 jours après, tous les criquets avaient disparu, décimés. Pendant ces 3 jours de fête, les Yi portent leurs plus beaux habits d'apparat, comme ces couvre-chefs et ces parures traditionnelles en argent d'une grande valeur. La fête est aussi une occasion privilégiée de rencontre entre jeunes hommes et jeunes femmes à la recherche d'un conjoint. Cette tradition annuelle est une façon pour les Yi de préserver leur culture face aux mutations rapides des campagnes chinoises. Les Yi parlent une langue lolo-birmane qui comporte de nombreux sous-groupes. La cérémonie comprend de nombreuses activités, comme des combats de taureaux, des concours de beauté et des courses de chevaux. Le soir venu, les torches sont enflammées. La commémoration du jour de la victoire contre ce dieu qui déversa les criquets sur terre peut alors commencer. Le symbole du feu exterminateur et salvateur s'exprime dans toute sa puissance à travers les danses. Si ces rites ancestraux sont encore très présents, la religion la plus représentée reste le bouddhisme, introduit en Chine au 1er siècle de notre ère. Cette religion venue d'Inde a été réinterprétée au fil des siècles pour devenir le bouddhisme chinois. Près de Chongqing, le site de Dazhou, où les sculptures ont été taillées à même la falaise, en est l'une des plus spectaculaires représentations. Ces sculptures rupestres datent de l'an 650 environ. Près de 50 000 statues sont disséminées à travers 75 sites protégés. Elles sont un témoignage de la vie des puissants, mais aussi du petit peuple. La plus impressionnante de ces statues est sans nul doute l'Avalokitesvara aux 1000 bras, qui en compte en réalité 1007. Les montagnes sont sacrées pour les Sichuanais, et plusieurs d'entre elles font l'objet d'un culte. Le mont Eumei
est l'une de ces montagnes sacrées du bouddhisme. C'est un haut lieu de pèlerinage. Près de 3,3 millions de personnes s'y rendent chaque année. Il est situé dans la cordillère du Chonglai, en bordure occidentale du bassin du Sichuan. Depuis ses 3099 mètres de haut, on peut admirer un panorama majestueux. Le plus souvent enveloppé par le brouillard, le mont Hemei connaît parfois un étonnant phénomène de réfraction dans ses nuages, appelé « lumière de Bouddha ». Au fil des siècles, de nombreux pèlerins se sont jetés dans le vide, car ils croyaient que Bouddha les appelait à lui. Le grand Bouddha de Leshan trône dans la falaise du mont Linguin, littéralement la montagne qui monte dans les nuages. Édifié entre l'an 713 et 803, ce site a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1996. Avec ses 71 mètres de haut pour 28 mètres de large, c'est le plus grand Bouddha de pierre au monde. Sa tête fait 14,7 mètres et chaque oreille environ 7 mètres. À l'intérieur, un système de drainage des eaux de pluie a permis de limiter son érosion naturelle. Malgré tout, le grand Bouddha n'a cessé d'être restauré au fil des siècles. Aujourd'hui, il est placé sous la surveillance constante des autorités afin de mesurer régulièrement sa dégradation liée à la pollution et à l'activité touristique. La légende raconte qu'il doit son existence à un moine bouddhiste, Maître Haitong, qui protégeait les marins qui empruntaient le périlleux confluent des trois rivières. La quantité importante de pierres extraites de la falaise, qui fut ensuite déposée au fond de la rivière, en aurait vraisemblablement réduit drastiquement les remous, rendant ainsi la navigation possible. Le Sichuan a une histoire riche et mouvementée. De nombreuses civilisations se sont succédées sur les bords de la tumultueuse rivière Min. La plus ancienne est probablement celle de Sanchuindui. Ces bronzes néolithiques recèlent aujourd'hui encore une très grande part de mystère. En 1980, dans un champ à 1 heure de Chengdu, un grand nombre de masques gigantesques en bronze ainsi que des statuettes sont mis au jour. Ces objets témoignent d'une civilisation développée, raffinée et riche de savoir-faire technique et artistique. C'est l'une des périodes les plus anciennes du Sichuan qui est alors révélée à nos contemporains avec ses rites, ses traditions et son art. Les masques de Sanchuindui datent de l'âge du bronze. Cette civilisation, baptisée Shu, semble avoir perduré près de 2000 ans. Elle a disparu pour des raisons encore inconnues. À ce jour, près de 10 000 objets en or, jade, bronze, os ou ivoire ont été retrouvés. Les restaurateurs de la région sont passés maîtres dans les techniques de restauration de ces objets anciens. Le vase sur lequel travaille Guo date de la dynastie Zhou, entre 1046 et 771 avant Jésus-Christ. Les objets de bronze à Sanchuindui étaient tous utilisés pour les rites sacrificiels. Ils étaient cassés et jetés dans la fosse du sacrifice. Le travail de restauration a pour but de reformer les objets, de compléter artistiquement les parties manquantes et de rétablir la forme d'origine par la fonderie. Les techniques de restauration des bronzes de mon équipe sont toutes traditionnelles, comme par exemple la sculpture, la fonte, le moulage, la peinture et la gravure. Il faut des connaissances en beaux-arts pour rétablir la surface afin de présenter un objet complet.
La disparition de la civilisation Shu reste une énigme. Peut-être a-t-elle été victime d'une crue? La région était en effet fréquemment noyée sous les eaux de la capricieuse rivière Min. La régulation de ce cours d'eau a été un enjeu majeur. En 256 avant notre ère, le gouverneur Li Bing et son fils se sont attelés à cette tâche titanesque. Avec des roseaux et des galets reliés entre eux, ils ont créé le système d'irrigation de Duzhuangjiang. Dans le nom de Duzhuangjiang, Du provient de Chengdu, Jiang du fleuve Menjiang et Jiang signifie barrage en chinois. Le système d'irrigation qui se trouve devant nous a une histoire de 2270 ans. Il a pour fonction de dévier les eaux de la rivière Min, d'éviter l'accumulation de limons et les inondations. À la période des royaumes combattants, les guerres entre Qin et d'autres royaumes s'enchaînent. Cela demande un approvisionnement alimentaire régulier. Mais à l'époque, les périodes d'inondation et de sécheresse se succèdent. Alors, afin de développer l'agriculture, Li Bing est envoyé pour la construction de travaux hydrauliques. Ce système d'irrigation constitue un véritable exploit en matière d'ingénierie hydraulique à une époque où l'on ne disposait d'aucun des moyens modernes de terrassement. Un temple a même été érigé en hommage à Li Ping et son fils. Aujourd'hui, le Duzhuangguan irrigue 668 700 hectares de terres cultivables. Après la construction du système d'irrigation, l'agriculture de la région s'est développée et la plaine de Chengdu est rapidement devenue un des greniers alimentaires de la Chine. La culture du riz est omniprésente au Sichuan. Les rizières recouvrent 20 000 km², soit 30% des terres cultivables de la province. Le riz reste l'aliment de base des Sichuanais qui le consomment à tous les repas. La région produit également d'importantes quantités de thé vert. Ces récoltes de thé sont les plus précoces de Chine. Les premiers thés présents sur les marchés au printemps sont généralement originaires du Sichuan. Les feuilles sont séchées et préparées sur place pour donner naissance à un thé des plus raffinés, le Chuyeqiang impérial, connu et apprécié de tous les amateurs de cette boisson. Le Sichuan est spécialisé dans les produits agricoles délicats qui séduisent les grands chefs du monde entier. Chang Yuanfu, qui dirige la cuisine du restaurant Song Yu's à Chengdu, profite de sa visite dans le comté de Hanuan pour se procurer quelques kilos de poivre du Sichuan. C'est l'une des plus anciennes épices chinoises et un ingrédient star de la cuisine de la région. Je viens ici pour la cuisine sichuanaise. Vous voulez en acheter? La couleur est jolie et très vive. Elle se caractérise par l'utilisation de 2 épices, le poivre et le piment. Si ces 2 épices sont de bonne qualité, les plats seront délicieux. Voyez sa couleur, elle est très belle. Je peux goûter? Goûtez et mastiquez bien. Le goût est fort, c'est très bon. C'est fort. Le poivre du Sichuan a une saveur unique. Il procure une sensation d'irritation comme le piment et possède un goût citronné en fin de bouche. Il peut être aussi légèrement anesthésiant.
Cette baie servait de tribut à la famille impériale sous la dynastie Tang, il y a plus de 1200 ans. La récolte de poivre rouge a lieu en général entre fin juillet et mi-octobre. Elle ne peut se faire qu'à la main. Une fois ramassé, il est séché au soleil. Il existe une autre spécialité qui représente à elle seule le Sichuan. Elle s'exporte dans tout le reste de la Chine, le piment rouge. Le chef Chang se rend dans une exploitation de piments du comté de Shangliu pour sélectionner ses piments. Le choix de ces précieux légumes est essentiel pour l'élaboration d'une cuisine raffinée et exigeante. Il a sélectionné la ferme de Madame Liu pour son sérieux et son savoir-faire dans la culture des piments du Sichuan. Patron Zhang, ça fait longtemps. Venez voir. Nous sommes en train de récolter et de sélectionner les piments. La fermentation des piments est obtenue selon une recette très ancienne qui se réalise en différentes étapes. Premièrement, laver et écraser les piments rouges. Deuxième étape, ajouter une grosse quantité de sel. Troisième étape, mélanger des fèves fermentées avec de l'eau et du sel, puis sécher. Quatrième étape, après une fermentation de 20 jours, mélanger tous les ingrédients, puis les mettre dans un pot. Enfin, remuer la sauce tous les jours et attendre au moins 1 an pour obtenir le meilleur goût. Cette préparation va servir de base à la fameuse sauce du Sichuan qui sera incorporée dans de nombreux plats et spécialités. Un des plats traditionnels les plus connus ici est la fondue du Sichuan, une huile bouillante parfumée et cuisinée à partir de la sauce de piment. Les Sichuanais aiment la fondue car vous pouvez manger toutes sortes de nourriture avec, des centaines d'aliments, des centaines de saveurs, et vous pouvez les manger ensemble dans un seul pot. C'est pourquoi les Sichuanais aiment la fondue. De plus, le climat est chaud et humide, et les piments utilisés font partir l'humidité du corps. C'est une autre raison. Dans la fondue, on consomme principalement des abats. Par exemple, les estomacs de bœuf, les reins de lapin et les cervelles de porc. Leur goût de sang est trop fort pour le réduire pendant la cuisson chinoise ordinaire. Alors que dans la fondue, la force des piments et leur parfum neutralisent le goût du sang. Elle permet aux convives de faire bouillir toutes sortes de légumes et de viande dans ce bouillon pimenté. Un plat de fête populaire dans toute la Chine. La cuisine du Sichuan est basée sur la grande diversité de légumes produits dans la plaine de Chengdu. La réputation de la gastronomie du Sichuan n'est plus à faire. Elle est extrêmement variée et comporte de très nombreuses facettes. Dans le restaurant du chef Chang Yangfu, la brigade prépare les plus grands plats traditionnels pour une réunion d'importants notables locaux.
Les plats sont servis sur une table en verre tournante. Ainsi, chacun se sert à sa guise dans les nombreuses préparations proposées en se servant à même le plat. L'histoire du Sichuan s'inscrit pleinement dans celle de la Chine. C'est une terre de beauté et de contraste, mais aussi une riche mosaïque de peuples et de cultures. Elle a façonné le caractère de ses habitants et leur mode de vie. Alors que le Sichuan se tourne toujours plus vite vers l'avenir et la modernité, il s'efforce de préserver ce patrimoine d'exception, unique au monde.